Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu hier au palais de Koulouba sous la présidence de Dioncounda Traoré, président de la République. À l'ordre du jour, la présentation des nouveaux membres du gouvernement et la redéfinition des priorités. Pour y arriver, le président Traoré a appelé la nouvelle équipe à l'union sacrée et à la solidarité. Sidiki Dambélé pour le compte rendu. Palais de Koulouba, c'est jeudi matin. 5 mois après les événements du 22 mars, la traditionnelle salle du Conseil des ministres New Look accueille de nouveaux locataires. Le gouvernement Diarra II s'est réuni pour son tout premier conseil. Les rendez-vous fixés à 10h, mais à 9h moins déjà, les ministres des Affaires religieuses et du culte étaient sur place, bien avant la presse. Il est regagné à 9h29 par son collègue chargé de la décentralisation. 10 minutes plus tard, c'était un balai de Mercedes noirs et de 4x4 aux vitres teintées. Et avant de franchir le perron, des ministres mesurent déjà la lourdeur de la tâche qui les attend. Je souhaite que dans les meilleurs délais, on puisse libérer notre chère patrie et que nous puissions travailler dans une plus grande cohésion sociale. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez pour ce premier conseil des ministres? Trop de responsabilités. Trop de responsabilités. Pour qui connaît la situation vraiment de notre pays, beaucoup de charges. Mais à l'aise. À l'aise, ça va, tout va bien? Oui, j'y crois. Les derniers à venir sont évidemment le Premier ministre et le Président de la République. Dans la salle, le professeur Dioncounda Traoré a félicité les nouveaux membres du gouvernement pour la confiance placée en eux. À tous, il a tenu à redéfinir les priorités de l'heure, la reconquête des régions nord du pays et l'organisation d'élections libres et crédibles. En ce qui concerne le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays, il faudra veiller, premièrement, à préparer minutieusement, à réconcilier avec elle-même, à équiper de façon adéquate et à mobiliser effectivement notre armée nationale dans la perspective de la reconquête sans délai des régions occupées, et ce, en synergie avec nos organes de défense et de sécurité et avec nos partenaires sous-régionaux, régionaux ou internationaux. En ce qui concerne la tenue d'élections présidentielles et législatives crédibles, il vous appartiendra, dans les meilleurs délais et en étroite consultation avec les parties prenantes, 1. De rendre disponible le chronogramme des opérations nécessaires au bon déroulement des prochains scrutins présidentiels et législatifs. 2. D'initier un cadre participatif et inclusif entre les pouvoirs publics d'une part et les partis politiques et organisations citoyennes d'autre part, en vue de réaliser le consensus autour d'un processus électoral fiable et efficient. Troisièmement, évaluer et rechercher le budget des élections présidentielles et législatives. Pour réussir ces missions, le président de la République a invité les 31 ministres à l'union sacrée à être solidaires et loyaux, des messages bien perçus. Le président de la République a insisté pour dire que nous devons avoir la longévité la plus courte possible. En très peu de temps, réussir les deux objectifs, les deux missions essentielles du gouvernement, à savoir reconquérir le Nord, libérer les populations, réinstaller l'administration. Et deuxièmement, créer les conditions pour l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées dans notre pays. Servir son pays à un niveau de responsabilité aussi élevé est une chance. C'est pourquoi je vous dirais que c'est des sentiments de fierté qui m'animent ce matin. Mais également de lourdes responsabilités parce que les défis sont énormes. Mais Inch'Allah, avec l'engagement affiché du chef de l'État, du président de la République et la détermination du Premier ministre, ces défis seront surmontés très certainement. À l'image des populations de Djitoumou qui ont remis un Tiwara, symbole de travail au président de la République, c'est tout le peuple malien qui attend de la nouvelle équipe beaucoup plus d'actions concrètes. Le temps est compté
il faudra tenir sur ses deux jambes, hâter les pas et rythmer la cadence. Et les priorités du gouvernement de transition seront données dans notre édition du soir. Elles ont été rappelées hier par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, au cours du Conseil des ministres. La communauté internationale qui soutient le nouveau gouvernement du Mali, c'est le message que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est venu porter au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Saïd Djinit et Tieman Koulibaly ont aussi saisi cette occasion pour passer en revue plusieurs sujets intéressant la vie de notre pays. Le compte rendu de Amadou Sangari. C'est la toute première activité diplomatique du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tieman Koulibaly s'est longuement entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai saisi l'occasion pour lui réitérer la pleine disposition des Nations Unies d'accompagner le Mali dans l'accomplissement de ses missions dans le cadre de la transition. Vous savez que le Mali a été éprouvé et nous sommes tout à fait déterminés à soutenir le Mali. Saïd Djinit a saisi cette occasion pour saluer la bonne marche de la transition au Mali. Le fait que le gouvernement du national ait été mis en place est une excellente chose et qui conforme, si j'ai bien compris, aux attentes des populations maliennes elles-mêmes, mais également aux attentes de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Donc en cela, c'est un pas dans la bonne direction. Évidemment, nous attendons que le gouvernement se mette au travail pour accomplir les différentes missions confiées à ce gouvernement d'union nationale, aussi bien l'organisation des élections pour le retour définitif de l'ordre constitutionnel, mais également les efforts qui doivent être faits par les Maliens avec l'accompagnement de la communauté internationale pour recouvrer l'intégrité territoriale. Avec la formation du gouvernement d'union nationale, il ne fait pas de doute que le chemin est désormais balisé pour faire face aux deux tâches prioritaires qui sont la libération des régions nord du Mali sous occupation et l'organisation d'élections transparentes et crédibles sur toute l'étendue du territoire. Dimanche dernier, un bloc de collines s'est effondré sur une maison d'habitation à Sikoroni, en commune 1 du district de Bamako, un accident dans lequel ont péri 4 membres d'une même famille. Suite à ce drame, une délégation du gouvernement s'est rendue hier sur les lieux. Cet accident soulève la question de construction anarchique au flanc des collines dans la capitale, Alpha Maïga. Un drame s'est produit ici le dimanche dernier dans la famille Ngoïba. Une vieille colline s'est effondrée suite aux pluies diluviennes. Le bilan, faut-il le rappeler, fait état de 5 morts. Les autorités n'ont pas été insensibles au drame. La preuve, le gouvernement de la République a dépêché cette délégation sur les lieux. La nature, comme on l'a dit, est un continuum. S'il y a eu aujourd'hui cet éboulement, c'est parce qu'il a plu, c'est parce que les conditions ne sont pas bonnes. Nous sommes venus dans le cadre d'une catastrophe qui s'est soldée par des pertes de vies humaines. Notre tradition elle-même nous impose de venir, d'abord de nous incliner devant la mémoire de ceux qui sont partis, mais aussi de compatir avec la famille. Et comme on le dit, aujourd'hui nous sommes venus, nous avons exprimé, mais c'est de dire, comme tout le monde, comme on le fait partout, l'effondrement des maisons construites anarchiquement sous le poids des collines met en exergue le risque que les membres des familles courent. C'est alors l'éternelle équation du logement qui se pose. Il est clair que ce n'est pas une zone habitable, ce n'est pas une zone lotie. Ils se sont installés de façon, disons, spontanée, sans l'avis technique. Il y a toute une étude à mener. On aurait dû faire tout ça avant qu'ils ne s'installent. Faisons en sorte que de telles choses ne nous arrivent plus. Faisons en sorte que les gens puissent être logés décemment. Je pense que c'est ça l'essentiel du problème. Question. Qui est responsable de cette situation? Tout le monde est interpellé. Tout le monde est interpellé. L'autorité de l'État est interpellée parce qu'on n'aurait pas dû laisser même faire une seconde dans cette zone. Mais vous voyez la situation. Mais la population aussi. On ne peut pas voir ça et venir s'installer. Vous voyez bien le danger. Regardez les enfants.
nous allons nous atteler à cela le plus rapidement possible. J'ai donné rendez-vous aux représentants de la population ici. Avec les techniciens, nous allons nous mettre à table et nous allons tirer les leçons et trouver les solutions immédiates. Des maisons construites anarchiquement au sommet et au flanc des collines dans de telles conditions, ce sont des risques. Les uns et les autres doivent comprendre cela et éviter de s'exposer et d'exposer les leurs. La brigade territoriale de la gendarmerie de Nioro du Sahel vient de mettre la main sur un bandit tête de file d'une bande de malfrats spécialisée dans les braquages. Il s'agit de Dembasso, présumé auteur de 3 braquages au cours desquels sa bande a dépossédé des forains d'une somme importante d'argent et de leur téléphone portable. Moussa Diakité, compte rendu. Quelques mois, les populations de Nioro du Sahel ne vaguent pas librement à leurs occupations de tous les jours. Les cas de vol, de braquages de routes et d'enlèvement de bétail deviennent monnaie courante. Fort de ce constat, le major Mamadou Ouattara, commandant de brigade de Nioro, et ses hommes ont organisé des patrouilles qui ont permis, ce 15 août 2012, avec le concours bien sûr de la population, de mettre la main sur le nommé Dembasso, chef de file d'une bande de malfrats et présumé auteur des braquages du 18 mai sur la route Nioro-Hamaké, du 20 mai sur la route Simbi-Nioro et du 21 mai d'un quart de forain entre Nioro et Birou où des commerçants furent dépossédés d'une somme importante et de leur téléphone portable. J'étais 2 qui se nomment tous des Lemba. Le secteur de Gaonani est plein de bandits. Ce sont des groupes qui opèrent là. C'est une poursuite. On ne va pas laisser de main, nous sommes là pour la population. Nous allons tout faire pour que cette population vraiment dorme en paix. Ces complices, recherchés par la brigade territoriale de Nioro, sont toujours dans la nature, chose qui inquiète fort les populations de la zone. Et notre dossier qui est consacré aux difficultés que rencontrent les citoyens pour se procurer une carte d'identité nationale. Cela relève aujourd'hui du parcours du combattant. Les commissariats de police sont bondés de demandeurs de ce document précieux sans lequel vous pouvez avoir des surprises désagréables en sortant de chez vous. Notre équipe de reportage dirigée par Abdrahman Mega a fait un tour dans les commissariats de Bamako. Suivant ce reportage. Avoir une pièce d'identité aujourd'hui dans un commissariat de police est un exercice difficile. Il ne suffit plus d'être matinal et de s'y rendre très tôt. La preuve, dans presque tous les commissariats de police que nous avons visités, nous avons rencontré plusieurs personnes dont certaines sont à leur 2e ou 3e passage pour avoir ces documents précieux en vain. C'est ma seconde fois, j'étais là le vendredi, je n'ai pas eu accès au service. Je suis venu à 5 h du matin. Un chien flâné, vendredi passé, un chien flâné, 3 h du matin. Dans cette atmosphère difficile, il n'est pas rare de voir dans les commissariats de police des personnes discuter avec certains policiers suite à leur renvoi systématique. Malgré ces difficultés, ne pas avoir sa pièce d'identité sur soi aujourd'hui est source de tracasserie en ce moment difficile que traverse notre pays. J'étais là avant 7 h comme ça, donc je suis rentré même à l'intérieur. On me dit que le nombre est déjà limité, c'est fini déjà pour hier. Donc de faire tout pour être là ce matin avant 7 h. Et j'étais là à 6 h 40 comme ça. À 7 h moins 10 comme ça, il est venu. Il a commencé à prendre les photocopies des cartes d'identité anciennes, encore les actes de naissance copiés. Donc j'étais à quelques... Il y avait 3 ou 4 personnes comme ça avant qu'il n'arrive à moi. Il a arrêté. Un seul commissariat pour 13 quartiers. Donc obligatoirement, nous allons tous les jours, nous avons plus de 100 personnes ici. Et les cartes que nous écrivons là, c'est à la main que nous écrivons ces cartes-là. Voilà pourquoi nous limitons les cartes. Mais il n'y a pas un seul jour où nous ne faisons pas 100 cartes ici. En début du mois de janvier, il y avait crise des cartes. Ça ne dépendait pas de nous. C'était au niveau du matériel. Mais quand nous, on a des cartes, il n'y a pas de problème. On les livre aux gens, il ne faut pas de va-et-vient. En moyenne, on fait 80 cartes. Quand nous, on vient, on trie les dossiers, on trie les quartiers, parce qu'il y a d'autres qui viennent gonfler les rats. Ils ne sont pas de notre quartier. Donc, on les libère. D'autres aussi viennent avec des documents un peu doutés.
on les laisse. À ce sujet, plusieurs raisons ont été évoquées par l'administration policière, parmi lesquelles le traitement des dossiers, l'insuffisance des centres de délivrance de la carte d'identité, la rupture de stock parfois, l'augmentation de la demande et surtout le déficit d'information de certains demandeurs par rapport aux pièces à fournir. Nous avons 3 grands quartiers, Kalaban-Koura, Garantik-Bougou, Sabali-Bougou, et quelquefois par extension, les populations même de Kalaban-Kouro viennent également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au jour où je te parle, nous faisons une centaine de cartes par jour, voire même plus. Je dis bien une centaine de 120 cartes par jour. Mais malgré tout, c'est toujours une affluence. Si dans certains commissariats, des difficultés demeurent, par contre, d'autres ne connaissent pas cette grande affluence. C'est le cas, par exemple, du 1er arrondissement ou du 4e arrondissement. À ce niveau, les longues files n'existent pas. Les dossiers sont vite traités et le citoyen est mis dans ses droits. Ces derniers temps, peut-être que les gens ont constaté que c'est un peu difficile d'avoir la carte. Ils viennent tôt, ils font les rangs. Mais ce n'est pas de notre faute non plus. Parce que si on n'a pas le nombre nécessaire de cartes, on peut prendre tout le monde. Tout travail, il y a des difficultés, mais nous parvenons quand même à les surmonter et nous donnons satisfaction aux citoyens qui viennent nous voir et qui remplissent les conditions. Parce que j'ai tantôt dit qu'en plus de l'acte de naissance, il faut voir 3 photos d'identité, avoir un timbre de 100 francs qui sera posé sur la demande, un timbre de 500 francs qui sera sur la carte d'identité et 1000 francs qui va servir de quittance. Une chose est claire, c'est que la police est réservée sur certaines questions relatives à l'établissement de cartes d'identité qualifiées dirigeantes. Le traitement de ces différents dossiers n'est-il pas source de spéculation? Voilà, rappelez également que les cartes d'identité sont délivrées dans les chefs-lieux de cercle et également dans les brigades de gendarmerie. Ce journal s'achève. Prochain rendez-vous 18h et 20h avec Ndei Sissoko. Je serai là demain à 13h. Restons de cœur rédaction avec nos compatriotes des régions du Nord. Bon début de week-end à tous.